Madame, Monsieur, chers internautes, chers téléspectateurs de votre émission 4e de couverture, aujourd'hui, nous accueillons encore une fois de plus, après l'avoir accueilli à la radio Sokhna FM, l'auteur Moustapha Diop. Il est l'auteur de ces deux ouvrages que vous voyez à l'écran, La voix d'un musicien et Serment de médecin. Moustapha Diop, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Je rappelle, chers internautes, également que Moustapha Diop est titulaire d'un CAECM de l'École normale supérieure actuelle FASTEF. Il est enseignant au CEM Thiaroye 44 dans la banlieue de Dakar. Moustapha, après avoir écrit La voix d'un musicien, un excellent ouvrage, aujourd'hui vous venez avec Serment de médecin. Mais avant, parlons un peu aujourd'hui, encore une fois de plus, de La voix d'un musicien. Aujourd'hui, après avoir travaillé sur un ouvrage, publié un ouvrage sur des thèmes aussi variés que les thèmes qui sont débattus dans La voix d'un musicien, quel est votre sentiment? Bon, le sentiment que j'ai, c'est que je pense que j'ai encore des choses à faire encore, des choses à dire encore, et je pense que je dois pouvoir faire mieux. Parce que je taquinais quelqu'un, je lui disais, le premier c'était mon premier jet, là c'est la première mouture, mais peut-être que maintenant je vais commencer à écrire. Nous avons vu en tout cas dans La voix de musicien, Assane Diagne, qui n'est personne, qui va devenir quelqu'un. Dans Serment de médecin, vous nous présentez un autre personnage d'une autre facette, Yamar, médecin. Pourquoi ce choix? Alors, pourquoi médecin? J'avoue que je n'ai pas a priori travaillé pour dire c'est lié a priori à telle ou telle autre chose, mais je pense que ça doit être lié quelque part à ce que le médecin représente un tout petit peu dans la conscience collective, c'est-à-dire un métier qu'on est obligé d'exercer d'abord parce qu'on a envie d'apporter quelque chose aux autres, un don de soi. Je pense que c'est d'abord lié à ça et j'aime bien des personnages qui se donnent entièrement. Nous avons vu que, oui, parce que nous avons vu, en tout cas on sent nettement quand même que même si la liaison, le lien n'est pas direct, on sent que dans La voix d'un musicien, tout à l'heure nous en avons discuté, on sent nettement qu'il y a un personnage qui est comme ça, qui veut servir son pays. Et ici, pourquoi un médecin? Le choix du médecin, et d'ailleurs un médecin qui a attendu longtemps avant d'être recruté par une ONG. Par une ONG. Alors, je pense que le médecin, j'ai voulu travailler sur le mot serment, en fait. Et peut-être pour la personne la plus adaptée par rapport à un métier, c'était justement le médecin. Parce qu'il y a un moment, j'ai voulu, les gens parlent beaucoup des autres thèmes, mais moi j'ai travaillé a priori sur le thème de serment, le fait de s'engager par rapport à un certain nombre de choses qu'on doit faire. Et évidemment, au début, il y a le fameux serment d'Hippocrate. Et puis, mais ici, le serment, c'est simplement le fait d'avoir donné sa parole pour respecter un certain nombre de choses. C'était sur cette thématique-là que j'ai voulu travailler et qui peut-être m'a poussé un tout petit peu à choisir le médecin. Et puis, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est lié au fait que aussi, pour moi, le médecin fait partie avec l'enseignant, avec le soldat, peut-être des métiers qui se donnent le plus à leur population. Et aujourd'hui, dans cet ouvrage, nous avons vu quand même que vous avez doté votre personnage de qualité rare, que l'on ne voit presque plus, en tout cas dans notre société. Un médecin qui ne se soucie guère du matériel, mais qui se soucie en réalité de la santé de ses patients. Pourquoi vous avez voulu montrer cet aspect, cette image du médecin? Oui, bon, Wali, bon, avant Wali, il y a déjà Khalifa Touré qui me disait dans la note de lecture que au moment où justement l'engagement même est devenu un peu dépassé, c'est-à-dire les gens aujourd'hui travaillent en termes d'intérêt, de façon très froide, quoi. Qu'est-ce que je gagne par rapport à telle ou telle autre chose? Il me dit c'est presque dépassé de parler un tout petit peu d'une personne qui s'engage par rapport à une population en oubliant même sa propre personne. Mais je pense que pour moi, tout ce qui est grand, tout ce qu'il y a de grand dans le monde a été créé quelque part par des hommes qui ont fait don de leur personne.
Je pense que si De Gaulle a été ce qu'il a été, c'est parce que quelque part, il est entré dans l'universalité par ces qualités-là qu'il a pu développer. Je pense que si Mandela est devenu l'icône qu'il est resté toute sa vie, et même après sa mort, c'est parce que quelque part, il a été ce type de personne-là. C'est vrai, on est dans un monde où, bon voilà, c'est le libéralisme triomphant, comme on dit, tout se calcule en termes d'espèces sonnantes et trébuchantes, mais je pense que nous avons besoin de nous engager par rapport à certaines causes sincères et s'il le faut, donner notre vie par rapport à ça. Mais je précise que je n'ai pas voulu aussi créer un personnage extraordinairement bien. Et c'est ce que Waliba me disait. Il m'a dit qu'il a eu l'intelligence de montrer que malgré ses qualités, il avait aussi plein de défauts pour les femmes, pour d'autres trucs. Voilà, et j'ai voulu équilibrer un tout petit peu. Donc c'est pas un personnage en fait qui a des qualités exceptionnelles. C'est un personnage simplement par rapport à son éducation, par rapport à un idéal qu'il s'est fait. Il a voulu s'engager par rapport à un certain nombre de choses, mais en dehors de ça, c'est un homme voilà, qui fait ses... Vous nous dites d'ailleurs dans la page 171, Yamar, un arbre de bienfaisance, aux feuilles et aux fruits nourrissants dont l'écorce et les racines guérissent le mal et les branches mortes cuisent les aliments, disait-on du docteur. Là, on sent, on voit une image très positive du docteur, mais à travers également sa formation, parce qu'il a fait un serment. Aujourd'hui, revenons sur l'utilité même d'un serment de médecin, puisque vous l'avez dit, à l'origine, votre objet était de montrer réellement l'utilité du serment d'un médecin. Oui. Vous savez, pour moi, c'est vrai que nous sommes dans une société, dans un monde où on est en train de banaliser un tout petit peu la parole donnée. Vous savez, dans nos sociétés traditionnelles, il y avait un moment, il paraît que les gens ne savaient pas écrire, les gens ne savaient pas mettre des papiers d'engagement. La voix d'un homme libre suffisait comme engagement. La parole d'un homme libre suffisait. Voilà, c'était ça. Alors, parce que pour moi, quand vous avez fait des études de médecine, vous vous êtes engagé, vous êtes dans une zone déshéritée, où on a ouvert une structure de santé. Et c'est ce qui va révolter un tout petit peu, entre guillemets, le personnage. Parce que la structure de santé a été créée, montée, financée par des étudiants étrangers, européens, canadiens exactement. Et dès son arrivée, vous voyez, ça va créer un tout petit peu un déclic chez lui. Et la question c'est pourquoi des hommes et des femmes qui sont venus de leur lointain Canada se sont installés ici. Ils ont vu que cette population-là avait des difficultés. Ils ont mis leurs moyens pour créer cette structure de santé. Et depuis plusieurs années, tous les médecins locaux n'osent pas venir ici. Parce que c'est très loin, parce que le climat est rude, parce que. Mais pourtant, les Canadiens sont venus de plus loin pour monter cette structure-là. Et quand il s'est engagé, il a rencontré une jeune fille qui s'appelle Mamdiara dans le roman. Et la jeune fille lui dit, mais écoute, docteur, puisque vous avez décidé de commencer, il faut continuer ce que vous avez commencé. Mais si vraiment vous n'avez pas envie de continuer, il ne faut même pas continuer. En fait, c'est là qu'il s'est engagé pour dire, et à un moment, la fille lui dit, docteur, ne nous quitte pas parce qu'on a besoin d'un médecin ici. Et il lui répond comme ça, je ne vous quitterai pas. Je ne vous quitterai pas. Et donc, c'est cette parole-là qui va rester. Voilà. Chaque fois qu'il prend la décision de partir, il a des propositions, mais il y a toujours cette voix-là qui revient. Et au-delà même de ces propositions, il y a Belle, sa compagne, et il y a également sa fille, il y a ses parents qui sont tous restés à Dakar et en ville. Il a laissé tout cela derrière lui pour s'occuper des populations des villages lointains. Aujourd'hui, ce caractère-là, pourquoi vous avez voulu également montrer ce caractère du médecin? Vous savez, je demeure convaincu que si on veut que nos pays-là bougent, et je veux dire, si on veut même simplement retrouver la faculté de l'homme, il va falloir qu'on ait cette générosité-là. J'étais avec c'est un professeur, le professeur Moussa Fall, il est inspecteur général de l'éducation et de la formation. Il m'a raconté une petite histoire. Il me disait un jour à 4 h du matin, ou en tout cas à une heure très tardive, une personne est venue taper à sa porte. Il vit dans un quartier isolé. Et il dit, quand il s'est levé, sa femme lui a dit, mais écoute, vous allez voir une personne comme ça pour ouvrir la porte. Il lui dit non, il faut que j'aille voir qu'est-ce qui se passe. Il dit quand je viens voir, la personne
me dit comme ça, il y a ma mère qui vous demande, est-ce que tu peux nous aider à évacuer une personne qui est malade? J'ai regardé l'heure, c'était une heure très tardive. Il me dit, quand j'ai voulu sortir, ma femme m'a dit, non, tu ne peux pas sortir à cette heure-là. Je lui dis, non, c'est une personne malade, il faut que je l'évacue. Il me dit, quand je suis sorti, on a amené la fille, en partant à l'hôpital, il y a un moment, j'ai senti que la fille avait perdu, avec un hockey, une sorte de hockey, j'ai senti qu'elle était morte. Il me dit, mais on a continué jusqu'à l'hôpital. Pour résumer, pour finir, pour conclure, il me dit simplement, j'ai tiré de cette histoire-là deux choses. La première chose, c'est que si je n'étais pas parti, j'allais avoir jusqu'à la fin de ma vie un cas de conscience. Ça, c'est clair. En me disant, peut-être que si j'étais parti l'amener à l'hôpital, qu'elle serait peut-être sauvée. Un. Deux, si je n'étais pas parti et que la fille était morte, la famille ne va jamais l'oublier. Elle va toujours vivre avec ce mot-là. S'il avait accepté d'amener notre enfant, peut-être que l'enfant serait vivant. Justement, là, nous avons vu dans l'ouvrage que Yamar, jeune médecin dans un village lointain, s'est déplacé plusieurs fois au milieu de la nuit dans une charrette pour aider des femmes à accoucher, pour aider des personnes qui sont mal en point. Est-ce qu'également, nous voyons qu'aujourd'hui dans nos sociétés, il nous arrive même d'aller à l'hôpital et d'y durer pendant toute une journée sans pour autant voir un médecin ni un infirmier. Aujourd'hui, cette dichotomie par rapport au serment que fait le médecin au moment où il reçoit son parchemin et ce que nous voyons sur le terrain. Vous, en tant que jeune instituteur de surcroît, enseignant qui éduque aujourd'hui des jeunes dans une société, qu'est-ce qu'il faudrait que l'on fasse? Alors, ce qu'il faut faire, je crois aujourd'hui, c'est qu'il nous faut repenser nos programmes d'enseignement. C'est-à-dire qu'il faut remettre aujourd'hui l'humain au centre de ce que nous faisons. L'éducation civique. Voilà. Il faut remettre l'homme, c'est-à-dire la dimension de l'homme avec sa sensibilité, avec ses émotions. Ok? Et ça, peut-être, ça peut créer un déclic. Parce que sinon, à la limite, on est en train de voir des sortes de robots qui sont sans état d'âme, qui sont froids. Et puis voilà, une personne qui souffre n'a aucune espèce d'importance pour eux. Une personne qui a mal n'a aucune espèce d'importance pour eux. Et ça, si on le rate dans la formation, voilà, il faut éviter la robotisation de l'espèce humaine parce que sinon on ne devient plus des hommes, on devient carrément des robots. Parce que si on perd notre dimension là de sensibilité, qui fait un peu que nous avons parfois de l'émotion, nous avons triste parce qu'on voit une personne malheureuse, nous avons de l'émotion parce que si on perd cette dimension là, je pense qu'on n'est plus des... Cette situation n'est-elle pas imputable à l'évolution fulgurante de la technologie aujourd'hui au matériel? Est-ce que ce n'est pas ce qui explique qu'aujourd'hui l'homme devient de plus en plus abéti? Oui, c'est vrai. Mais vous savez, il y a aussi une dimension dont je n'ai pas parlé tout à l'heure. C'est-à-dire aussi il faut qu'on revienne dans nos familles à installer, je vais utiliser un langage un peu d'informatique, à installer chez nos enfants certaines choses, certaines émotions, certaines valeurs. Je disais tout à l'heure, il y a pas très longtemps, il y a un officier français qui, devant une situation de prise d'otage, a accepté de prendre la place d'une femme. Vous voyez? Bon, certainement il l'a fait, l'officier, parce que certainement c'est un officier. Peut-être c'est son rang d'officier, son honneur d'officier qui a bougé. Mais il l'a fait aussi par rapport certainement à un certain nombre de choses qu'on lui a inculquées. Et il a grandi avec ces valeurs-là. Je pense qu'il faut revenir dans ces choses-là. Installer dans la tête de nos enfants des valeurs, la solidarité, la pitié, rendre service, apprendre à rendre service dans ce qu'on sait faire, sans forcément attendre quelque chose en retour, mais d'abord parce qu'on doit rendre service. Je pense qu'il nous faut revenir à ces fondamentaux-là, à l'éducation civique, mais même dans les autres disciplines aussi. Déplaçons le curseur et revenons sur le fond dans le fond de cet ouvrage, à la page 213. Yamar va rencontrer un marabout. Vous nous dites, Yamar avait fini par s'allier au marabout. Je rappelle que le marabout s'appelle Ndjolam. Il voulait surtout apprendre les connaissances traditionnelles qui n'étaient écrites dans
aucun livre. Mais le docteur pensait qu'on devait compter avec elle. Son nouveau maître était disposé à lui en donner autant qu'il en voudrait et autant qu'il pourrait en supporter la charge. Mais on ne pouvait pas mettre entre les mains d'un vulgaire profane certaines connaissances qui étaient plus destructives qu'une arme nucléaire. Il ne devrait donc pas être manié que par des mains expertes et qui avaient beaucoup de sagesse. Cela ne servira à rien d'enseigner à un singe à utiliser le feu ou à une souris à fumer la cigarette. Nous voyons souvent, je vais parler du style avant qu'on en parle du fond, nous voyons souvent que dans vos ouvrages, on sent beaucoup de métaphores, beaucoup de comparaisons, votre style d'écriture. Et je l'ai dit, dans cet ouvrage, c'est vrai, il y a beaucoup de métaphores, il y a un style d'écriture exceptionnel, mais dans Serment de médecin, le style est beaucoup plus élevé. On sent nettement, comme vous l'avez dit, une certaine maturité d'écriture. Vous l'avez senti? Je l'avoue, j'avoue que les feedbacks que je reçois de mes amis, de mes collègues, c'est plutôt positif, quoi. Mais je ne m'enflamme pas, je pense que j'ai encore des possibilités, j'ai encore des choses à retravailler pour peut-être rendre mon style beaucoup plus alerte et beaucoup plus vivant et puis plus captivant. Parce que pour moi, la finalité de l'écrivain, c'est le style, fondamentalement. Alors, quel est le rôle de la médecine traditionnelle dans la formation du médecin moderne? Médecin moderne. Alors, Yamar, il a posé la question d'une façon très simple. À la limite, je ne sais pas comment dire ça. Il a posé la question de façon très basique. Nous, médecins modernes, on nous a appris la médecine traditionnelle. Et nous rejetons systématiquement la médecine traditionnelle. Il dit, mais il y a une erreur. Avant de rejeter une chose, il faut d'abord connaître ses tenants et ses aboutissants. Vous ne connaissez pas les principes d'une chose, vous n'en connaissez pas les règles. Et vous vous permettez de juger, de dire que c'est bon ou c'est pas bon. Parce qu'il y a un charlatan. Mais dans la médecine moderne, il y a des charlatans, il y a des gens qui utilisent, qui pratiquent la médecine moderne sans avoir de diplôme. Alors, donc, c'est pas parce qu'il y a un ou deux charlatans dans la médecine traditionnelle que vous allez jeter le bébé avec l'eau du bain. Yamar se dit, c'est une connaissance qui est là. Nos grands-parents se sont soignés avec ça. Prenons le temps d'étudier pour voir qu'est-ce que c'est. Il n'y a que trois possibilités. C'est très bon, on va essayer de l'utiliser pour guérir nos populations. C'est très mauvais, on saura au moins que c'est très mauvais parce qu'on aura pris le temps de l'étudier. Ou bien alors il y a du bien, il y a des choses qui ne sont pas très positives, on évalue, on rejette ce qui est mauvais et puis on progresse avec ce qui est bon. Donc il est parti de cette idée-là très simple. Mais pour le faire, il faut apprendre la médecine traditionnelle. Voilà pourquoi il se dit, il y a un vieux qui est là, qui a beaucoup de connaissances dans ce monde-là. Je vais m'approcher de lui et je vais ranger mes diplômes, entre guillemets, et je vais essayer d'apprendre qu'est-ce qu'il fait, comment il le fait, et puis je vais peut-être comprendre un tout petit peu ce qui va se passer. Nous avons vu qu'il y a plusieurs thèmes ont été débattus dans cet ouvrage. Veuillez revenir sur ces thèmes. Alors, la thématique, peut-être celui qui m'a le plus, le thème qui m'a le plus intéressé, c'était surtout le thème de l'immigration clandestine. Il y a aussi peut-être l'apport avec les jeunes qui ne voulaient pas rester au village. Dès qu'ils avaient de quoi se faire un passeport, ils se faisaient établir leur passeport. Et dès qu'ils avaient trouvé un peu d'argent, ils étaient déjà partis. Et quand le médecin leur demandait de rester et tout, bon, à la limite, ils le traitaient comme un fou. Je veux dire, si on n'est pas capable aussi de décrypter cette situation-là, ce désarroi dans lequel nos jeunes sont plongés, ça veut dire qu'on n'a rien compris. Je taquine quelqu'un en lui disant, on nous parle de taux de croissance. C'est bien les taux de croissance, le chiffre de 7%, machin, c'est très bien. Mais je dis, le seul chiffre qui devrait nous intéresser, nous les pays du tiers-monde, c'est le nombre de jeunes qui ont déjà quitté le pays, le nombre de jeunes qui se préparent à partir, le nombre de jeunes morts en chemin. C'est ce taux-là qui doit nous intéresser. Parce que quand des jeunes sont prêts à aller se faire capturer en Libye pour devenir presque des esclaves, pour fuir leur pays, si on est un peu lucide,
on devrait s'arrêter et se dire, attention, il y a un problème. Ce que Moubarak Lô appelle une bombe sociale. Exactement. Voilà. Prenons le temps de nous arrêter, de dire, toutes les politiques que nous faisons, c'est bien peut-être. Tout ce que nous déroulons comme programme, c'est bien peut-être. Mais pourquoi les jeunes sont prêts à partir? That is the question, comme disent les Anglais. Voilà, et là nous avons vu également que Yamar le docteur, puisque c'est le personnage principal de l'ouvrage, au-delà même aujourd'hui de son rôle de médecin, de soigner le corps, il va plus loin. Il pense même à soigner des âmes perdues. Pourquoi vous êtes allé plus loin à donner à ce médecin cette forme de pensée et de réflexion? Alors, parce que, vous savez, dans son processus de maturation, c'est-à-dire dans ce processus-là où il a quitté la capitale, il s'est installé dans une zone très déshéritée, il y a eu comme une évolution du personnage. Et petit à petit, il se rend compte que, en soignant ses malades, en discutant avec eux, parce que le médecin, c'est comme l'enseignant, il est très proche de son patient. Alors, en discutant avec eux, il se rend compte que ce n'est pas seulement une affaire de cachet qu'on donne à quelqu'un pour le soigner. Parfois, que la maladie des gens est beaucoup plus profonde que simplement une maladie qu'on a dans le corps. C'est-à-dire, parfois, c'est notre âme, parfois, qui est touchée. On est touché dans notre psychologie, dans le stress, parce que l'avenir est sombre, parce qu'on ne sait pas de quoi demain sera fait, parce qu'on ne sent pas que nous sommes dans un pays qui est dans une trajectoire et qui va vers une destination rassurante. Et parfois ça laisse malheureusement des séquelles dans la tête de ces patients. Peut-être voilà un petit peu pourquoi ils pensent aussi qu'il faut aller au-delà de guérir les malades avec des cachets, autre quoi. Moustapha Diop, c'est la fin de l'émission. Avant que j'analyse une partie, votre dernier mot. Alors, le dernier mot, c'est un énorme plaisir toujours pour moi de débattre avec vous. C'est un plaisir aussi pour moi de participer un tout petit peu à cette émission 4e de couverture. Et vraiment, c'est un très grand honneur pour moi de partager ce plateau avec vous. Alors, à la fin, vous nous dites, le docteur a appris beaucoup de choses très rapidement. Au fond de lui, il avait hâte de savoir comment soigner ce peuple qui avait une puissance herculéenne de jeunes gens beaux, grands et robustes, qui ferait tant rêver n'importe quelle armée du monde. Ce peuple avait dû jeûner aussi quand il regardait ces jeunes qui n'avaient pas été à l'école, mais qui étaient capables de vous dépanner n'importe quel portable ou ordinateur. Le docteur ne désespérait pas de découvrir un jour le remède pour soigner ses âmes. Mais il se demandait s'il aurait le temps nécessaire. Madame, Monsieur, merci d'avoir suivi cette émission et à la prochaine.